Aujourd'hui, nous allons visiter un hôpital psychiatrique. C'est le centre hospitalier du pays d'Aigurande. On va rencontrer différentes personnes qui sont porteurs de plusieurs maladies mentales, la schizophrénie, la bipolarité, etc. Vous êtes prêts pour la vidéo? C'est parti! Toi, je m'en te laissera tranquille. Il fait trop de mal. J'ai tenté des fois. Ils m'ont trouvé trop violent pour un hôpital normal. Moi, je pensais l'hôpital psychiatrique, c'était pour les fous. Il y a des appréhensions. Enfin, nous, ce qu'on souhaite, c'est déstigmatiser. Je voulais être comme tout le monde. Je suis pas dangereux, ni pour les autres. Il faut arrêter de stigmatiser les personnes. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est le centre hospitalier du pays d'Aigurande. Il y a plusieurs structures. L'unité d'admission, l'UMD, l'unité d'hospitalisation complète du CEL et un centre de réhabilitation. Et il en existe plein d'autres. Christophe, enchanté. Bonjour Thibault. La forme? Du coup, Christophe, tu es le directeur ici de l'hôpital psychiatrique. C'est le centre hospitalier du pays d'Aigurande, on l'appelle aussi CHPE. Est-ce que tu peux nous présenter l'hôpital un petit peu alors? On est un hôpital de santé mentale, psychiatrique. Ok. Aujourd'hui, on représente 500 salariés, 200 lits d'hospitalisation complète, des places d'hospitalisation de jour. On est proche de quelle grande ville ici? En fait, on est à mi-chemin entre Brive et Clermont-Ferrand. Adrien, ça va? Salut, ça va et toi? Très très bien, merci en tout cas de nous accueillir. Ici, on est où alors? Donc ici on est aux admissions, donc au centre hospitalier du pays d'Aigurande. C'est un service de soins sans consentement, donc les patients sont hospitalisés ici, donc c'est de la santé mentale et on est sur un secteur fermé, donc les patients n'ont pas conscience de leurs troubles. Qui les amène alors du coup? Ça peut être soit par les urgences, soit les forces de l'ordre parfois également. D'accord. Donc des patients qui auront commis des troubles à leur public ou des délits. Par où ils rentrent? Comment c'est quoi le chemin? Eh bien l'entrée elle est juste ici. Nous on les accueille, donc c'est les infirmiers qui les accueillent avec les aides-soignants. Okay. Ensuite on va voir le médecin psychiatre. Okay. Donc le médecin psychiatre lui va faire un premier entretien d'accueil. Soit le patient il va aller dans le service, c'est-à-dire que son état n'est pas non plus très grave, Okay. il pourra être avec les autres patients, ou bien alors on pourra avoir des chambres d'observation, notamment pour les risques suicidaires. C'est-à-dire que c'est ok. des patients qui auront essayé de mettre fin à leur jour, Okay. et pour les protéger d'eux-mêmes, on va les avoir à proximité de nous dans des chambres en attendant de pouvoir être intégrés dans le service. C'est une chambre, c'est ça? C'est ça, en fait, quand les patients arrivent, donc c'est des patients qui ont décompensé leur pathologie psychiatrique, Okay. ou alors des patients qui entrent aussi dans la maladie, qui ont connu des parcours de vie un peu difficiles, qui vont vouloir mettre fin à leur jour. Et donc quand il y a des tentatives de suicide, bien souvent les patients sont amenés ici parce qu'ils ne veulent pas se faire aider. La seule solution qu'ils trouvent, c'est de mettre fin à leur jour. Donc nous, on va essayer de les accompagner, de comprendre ce qui s'est passé, un Okay. événement traumatique. Et donc l'entrée, elle est là-bas. Nous, on va les amener sur ce patio là, où il y a 2 chambres, parce que nous, on a 15 places. Okay. Mais ces 2 chambres, elles sont vraiment séparées les autres pour permettre aux patients d'être plus au calme au départ. Pour les aider à se calmer. Exactement. Se calmer ou se ressourcer, ne pas être en contact direct avec d'autres personnes. Ok. Et du coup, c'est un exemple de chambre? Donc voilà, c'est une chambre d'observation. Le patient, il peut entrer et sortir comme il en a envie. C'est-à-dire Ok. qu'il n'est pas fermé à clé, nous on ne ferme pas à clé le patient ici. Et on sera équipé avec du matériel anti-suie. C'est des couvertures qui sont indéchirables. L'armoire est fermée, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'accès à des cordons, des choses comme ça. Et on a également une caméra. C'est la seule chambre du service avec la chambre d'isolement qui a une caméra. Et je remarque aussi au niveau du bureau, du coup, qu'il n'y a pas d'angle, c'est ça, pour éviter qu'il se suicide. Exactement. On a fait l'achat dans ces chambres d'observation de matériel qui est incassable et qui est aussi lourd. Ok. Donc ça permet d'éviter de jeter le matériel sur les soignants également. Bien sûr. Parce que parfois les patients, Ouais. malgré eux, ils peuvent être violents envers les soignants, mais c'est assez rare. Et le lit également, il pèse très lourd, environ 200 kg. Ça sert à quoi le bouton rouge là? Donc le bouton, là, en fait, c'est un appel pour les malades. Pendant combien de temps le patient va rester dans cette chambre là? C'est vraiment une transition. Le patient qui vient dans cette chambre, il va y rester en général 1 semaine. Ok. Ça peut parfois être moins. On a des patients qui vont y rester des fois 2-3 jours. Ça suffit pour que le patient ait confiance en nous et qu'on puisse aller sur un autre lieu dans le service. Comment les patients viennent ici? Est-ce que c'est de leur plein gré? Est-ce que des fois c'est obligatoire? Alors en fait, la loi est très claire. La règle, c'est l'hospitalisation libre, consentie. En France, nous avons un régime juridique qui permet d'aborder l'hospitalisation dans le cadre de ce qu'on appelle les soins sans consentement. Grosso modo, il y a 2 axes. Les soins à la demande du représentant de l'État, c'est le préfet. Et l'autre partie, c'est les soins psychiatriques à la demande d'un tiers, c'est un membre de la famille. Ok. Tout à fait. Les 2 axes des soins sans consentement sont obligatoirement validés par un certificat médical qui va attester du fait que le consentement est altéré et ne permet pas de consentir librement aux soins. Après, il y a tout un tas de procédures très rigoureuses, avec notamment, pour ce qui nous concerne, le contrôle du juge des libertés, qui va venir voir si, sur le fond et la forme, l'hospitalisation est légale. Comment faire si un patient ne souhaite pas être soigné? Alors la famille peut s'adresser au médecin traitant, le patient peut être amené aux urgences, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a obligatoirement une validation médicale. Alors soit c'est un médecin traitant, soit un médecin urgentiste, qui va poser un diagnostic et qui va dire qu'il faut peut-être voir une hospitalisation ou des soins un petit peu plus étayés, mais dans le cadre d'une altération du consentement, avec des critères très précis qui sont déterminés par la loi. C'est normal. Bien Pourquoi? sûr. Parce qu'on prive de liberté
quelque part une personne qui est certes malade, mais qui n'a rien demandé. Donc c'est très important que nous ayons des barrières qui vont faire que on va garantir finalement que les libertés individuelles sont garanties et respectées. Quelle est la différence ici? Donc la chambre d'isolement, elle, c'est vraiment le dernier recours. C'est-à-dire que le patient est dans un tel état qu'on n'a pas d'autre moyen que de le mettre en chambre d'isolement. D'accord. Pendant une semaine, c'est ça aussi? Alors la chambre d'isolement, non. Elle sera vraiment au cas par cas et à l'heure par heure presque. C'est-à-dire qu'un patient peut entrer ici, rester une demi-heure. Si la crise, elle cède au bout d'une demi-heure, pas besoin de faire plus. Il faut savoir que ces chambres, elles sont légiférées, le médecin doit prescrire. Et nous, on va assurer une surveillance beaucoup plus constante. Ça casse un petit peu avec les idées reçues des fois qu'on a avec, tu sais, les chambres capitonnées un petit peu. Alors en effet, ça reste une chambre qui est fermée, mais on essaye toujours d'être présent. On a une caméra également. On ne parle pas au micro au patient, on vient le voir directement aussi. Dès que le patient peut sortir, il sort. Donc là, l'idée, c'est de protéger le patient de lui-même et des autres. Bien sûr, ok. Comment tu arrives à calmer un patient? On a des formations pour la désescalade de la violence qui sont faites au sein de l'hôpital par des formateurs extérieurs ou des formateurs en interne. Et ensuite, le savoir, il se transmet entre les soignants, entre les anciens et les plus jeunes. Est-ce que cette unité, là où on est aujourd'hui, c'est un lien avec l'unité des malades difficiles ou alors c'est à part? En fait, si tu veux, nous, c'est un service fermé mais non sécurisé. Les patients qui entrent ici, on peut les adresser en UMD. C'est-à-dire que si nos patients, on n'arrive pas à traiter leur pathologie, qu'ils sont trop difficiles, trop violents, trop agressifs, envers les autres ou envers eux-mêmes, on pourra les transférer en UMD. Et l'UMD, là, sur un séjour plus long, arrivera à faire des choses plus complexes au niveau thérapeutique et au niveau de l'accompagnement pour aider encore mieux les patients que nous. Nous, on est sur de la psychiatrie générale, alors que sur l'UMD, on sera sur de la psychiatrie sécurisée pour des patients qui ont des troubles encore plus forts. Ça fait combien de temps que tu es directeur, toi, ici, de la structure? Ça va faire 11 ans. Quel type de pathologie ont les patients, du coup, ici, au sein de l'hôpital? On a uniquement des autorisations sur la psychiatrie adulte. Donc à partir de 18 ans. Ça peut être de l'anxiété, de la dépression, des addictions et la schizophrénie. C'est celle qu'on retient le plus souvent quand on pense hôpital psychiatrique. Parce qu'elle fait le buzz. Et qu'aujourd'hui, nous ce qu'on souhaite vraiment au travers de la journée que l'on va passer ensemble, c'est déstigmatiser. Et donc c'est ce qu'on souhaite à ce stade faire découvrir ce qu'est un hôpital psychiatrique avec toute sa variété d'offres de soins, hospitalisation complète, hospitalisation de jour et ambulatoire, avec des prises en charge graduées, adaptées, toujours dans une idée de réhabilitation. C'est pas une fin en soi d'être à l'hôpital psychiatrique. Bien sûr, parce que pour les familles, des fois, j'imagine que ça peut être un peu perçu comme un drame de se dire qu'un de ces membres de la famille doit aller à l'hôpital psychiatrique, mais montrer que c'est pas une fin en soi et on peut réussir à... Nous travaillons beaucoup avec les familles, parce que c'est fondamental dans le rétablissement. On est à l'inter-équipe, donc les soignants du matin vont transmettre les informations à l'équipe d'après-midi. Bonjour. Enchanté, bonjour. Merci de nous recevoir. On est dans le bureau soignant, c'est ici que se passe le plus clair notre travail. Cette pièce, du coup, à quoi elle sert alors? On se réunit tous les jours avec les médecins, les infirmiers, les aides-soignants. On a aussi nos ASH et nos agents de prévention qui viennent ici. Ça nous permet de recevoir les informations et de se les transmettre entre nous. Un peu le centre névralgique de... Bien sûr, ça marche. Bon, on vous laisse travailler alors. Alors pour les transmissions, du coup, qui a fait un épisode d'énurésie cette nuit. Au niveau du comportement, toujours beaucoup dans la demande. Du coup, ce matin, il a participé pour l'installation des guirlandes. Il s'est impliqué pendant 10 minutes. C'était une demande de sa part. Je ne sais pas si vous étiez au courant, il a perdu 6 kilos lui depuis le 1er décembre, donc en 10 jours. Sachant qu'en plus il avait fait un épisode où il avait chauffé pas mal. Depuis la pyrétique, il a été mis sous antibiotiques. Il a eu un scan pulmonaire hier, donc on est toujours en attente au niveau du compte rendu. Et il était quand même pas mal fatigué, donc là dernièrement les repas ont été pris en chambre et le Valium a été baissé aussi. Il sort de chambre? Oui, quand ça va, il sort. Il sort pour aller fumer. Quel type de personnel est nécessaire pour bien faire fonctionner un hôpital psychiatrique? Ça commence par des médecins psychiatres, également des médecins généralistes, un encadrement soignant, des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs pour une petite partie de notre activité, médecins addictologues, et puis pour qu'on puisse tous fonctionner, il faut ce qu'on appelle des fonctions support. C'est la comptabilité, c'est les ressources humaines, c'est les achats. Une entreprise. Un petit peu, voilà. Une entreprise un peu particulière, qui a une mission de service public et qui travaille sur de l'humain, avec des humains. Alors ici, où est-ce qu'on est alors? Du coup, ici, on est dans la partie espace de vie du service. Donc là, nos 15 patients, ils peuvent venir dans cet espace tous les jours, faire des activités, rester aussi devant la télé, faire des activités avec les soignants. On peut faire des jeux de société, des activités créatives. Ils jouent entre eux un petit peu ou pas
forcément. Si, les patients peuvent jouer entre eux, selon les D'accord. affinités bien sûr. Après, il y a des patients qui ne s'entendent pas forcément. Là, dernièrement, on a une patiente qui nous a fait des peintures sur les murs, parce qu'elle avait une âme plutôt artistique. Bien C'est sûr. assez sympathique, on l'a accompagnée dans ça. Ensuite, ici, on a un bar qui nous sert de bar thérapeutique, entre guillemets. Là, les patients vont venir boire la tisane le soir, par exemple. D'accord, ok. Avec l'équipe de nuit, ça leur permet de faire une petite transition entre le jour et la nuit. Vous nouez des liens avec les patients? Oui, alors on essaie de ne pas entrer en revanche dans l'intime, L'intimité. parce que on doit savoir faire la part des choses entre la vie professionnelle et la vie privée. On doit trouver la juste distance. D'accord, ok, Ne je pas comprends. tutoyer les patients, par exemple, fait Ok. partie de quelque chose. Comme ça. Vous essayez de maintenir une sorte de hiérarchie quand même un petit peu? C'est pas de hiérarchie, on n'est pas contre eux, mais Ouais. voilà, on est là pour les accompagner, mais on ne doit pas rentrer Bien sûr. dans l'amicalité. On a un jardin d'intérieur Ah, c'est magnifique, on Ouais. dirait un jardin japonais. qui a été réalisé en grande partie avec nos patients. En quoi ça aide les patients de planter, travailler avec leurs mains? Finalement, c'est un peu oublier leurs problèmes et de leur prouver qu'ils peuvent nous aider Ok. dans la vie du service. Ce jardin, comme tu l'as dit, il est beau, il est apaisant. Donc c'est aussi apporter un peu sa pierre à l'édifice. Et pour nos patients, voilà, ils peuvent arriver un peu fanés parfois et Ok. repartir complètement fleuris. Est-ce que les patients ont conscience qu'ils sont en hôpital psychiatrique? Alors pas forcément. Quand ils arrivent dans un service comme ça qui est lumineux, avec de beaux jardins, ils n'ont pas l'impression d'être fermés. Bien sûr. Cet enfermement, on le ressent pas forcément ici. Enfin, je sais pas toi, mais... Exactement, on est pas- l'idée d'avoir des grandes baies vitrées Voilà. et tout, ça casse un petit peu encore une fois avec l'idée qu'on se fait un petit peu des hôpitaux psychiatriques, voire même du terme un peu péjoratif, asile un petit peu. Exactement. De se dire c'est fermé, il y a des barbelés. Et là on se voit qu'en fait voilà, il y a une grande baie vitrée. Ouais. On est là pour soigner les patients et pas entre guillemets seulement pour les enfermer. Ouais. Puis on vise l'autonomie parce que nos patients, même en soins sans consentement, on les amène à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va retourner chez eux, à leur domicile, faire des visites à domicile pour voir si leur logement est en bon état, s'ils sont capables de revenir dans leur logement, tester les habiletés sociales, est-ce que en société, est-ce qu'avec du public, ils vont réussir à être adaptés. Et la plupart du temps, ça fonctionne. Nos patients aussi, ils ont des permissions de sortie autour de l'hôpital. On n'a jamais de fugue, ou très peu. Comment vous réagissez du coup en cas de fugue justement? En cas de fugue, généralement, on commence déjà par aller faire un tour autour de l'hôpital. Ouais, bien sûr. On retrouve nos patients la plupart du temps. En moyenne, combien de temps les patients restent ici? Aux admissions, nous, la durée moyenne de séjour elle est d'1 mois. Parce qu'on a des patients qui vont rester parfois une semaine. Et ça peut aussi aller jusqu'à 2-3 mois, mais généralement on est sur 1 mois. Est-ce que les activités au sein de l'hôpital psychiatrique ont évolué au fur et à mesure des années? Oui, très clairement, aujourd'hui, on est sur une activité principale d'hospitalisation complète. On a énormément développé l'activité d'hospitalisation de jour et on a énormément développé les solutions ambulatoires, c'est-à-dire les consultations, soit à domicile, soit dans nos centres de consultation. Et notre particularité, c'est qu'on fait aussi des petits ateliers collectifs au travers de ce qu'on appelle les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, qui ne sont pas forcément calés dans des locaux qui nous appartiennent, mais au travers d'un minibus, on va chercher les patients, on les ramène vers le soin au travers d'ateliers collectifs. Et comme en Corrèze, en Haute-Corrèze en tout cas, on a peu de transports en commun, ça nous permet d'essayer de faire en sorte que tout le monde bénéficie d'une prise en soin de qualité. Tu kiffes ton métier du coup? Ah ouais, moi j'aime. C'est impressionnant, ouais. Salle de sport? Salle de sport. C'est ce à quoi je pense? C'est une petite salle de sport, tu peux aller voir, hein. Ok. Elle est sympa quand même. Nos Oh, patients ouais. apprécient. On a quelques haltères, on a un patient qui a monté un projet aussi avec une infirmière, Ouais. qui a par exemple installé un tableau pour les exercices. Tu rigoles, mais en vrai c'est parfait. Avec le sac de frappe qui est là, les kettlebells, les haltères, le rameur, moi je te fais un WOD. Là franchement, il y a un entraînement cool à faire. Vendredi soir, c'est sparring avec les patients. Ça peut. Et du coup, c'est quoi cette Et salle donc on alors a une salle de bien-être également. Donc D'accord. dans cette salle, on a une balnéothérapie. Et du coup, les patients peuvent venir ici pour se faire coiffer en prenant rendez-vous? C'est sans rendez-vous. En fait, là, c'est nos soignants qui vont faire des soins avec les patients. Donc ça peut être un maquillage. Là, on voit que la patiente est en train de faire un Wow. brushing. Elle est en train de se trop faire bien. lisser les cheveux par une aide-soignante. On a une baignoire qui fait balnéothérapie. Là, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être de proposer un apaisement au patient quand même. Un patient qui aurait un rapport au corps un peu compliqué. Le contact de l'eau avec des bulles, ça peut être très bien. Et on a aussi une table de massage. C'est pas vraiment des massages, c'est du toucher bien-être. C'est qu'on n'est pas des masseurs. En fait, Je on n'est comprends. pas des kinés, des masseurs. Oui. Mais nos soignants peuvent amener quelques petites techniques. Ah super. Du coup, pourquoi les patients iraient chez vous pour avoir une consultation plutôt que d'aller dans un hôpital entre guillemets plus classique ou chez un médecin généraliste? Nous sommes des spécialistes De la santé mentale? de la santé mentale. Ok. Et l'accès chez nous est totalement libre et gratuit. Nous avons une mission de service public. Alors sur nos centres de consultation, c'est du lundi au vendredi, mais nos unités d'hospitalisation sont ouvertes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et nous accueillons quel que
soit le statut de la personne. Est-ce que vous avez plus patients hommes ou patients femmes? C'est compliqué de faire une moyenne, je dirais qu'on a plus d'hommes quand même. Et les moyennes d'âge à peu près? Là, on a eu une période où on avait beaucoup de patients qui avaient une vingtaine d'années, mais ça va jusqu'à 60, 70 ans. Après, on a des services spécialisés pour accueillir les personnes plus âgées. Compliqué pour une personne âgée d'être en service avec des jeunes patients. Ok, je te comprends. Bonne journée, bon courage. Merci, bonne journée. Bonjour. Bonjour. Donc ici, où est-ce qu'on est alors? Dans une salle d'apaisement que les patients peuvent venir utiliser seuls quand ils en ressentent le besoin. Sur des périodes d'angoisse, d'agitation, on peut leur proposer de venir ici se poser. On peut aussi les accompagner sur ces moments-là. Et sur des temps donnés, on va vraiment faire des petits groupes où on va faire de la relaxation. Et du coup, toi, à la base, t'es aide-soignante, c'est ça? Ouais, moi je suis aide-soignante. J'ai fait plusieurs formations en interne, dont l'initiation à la relaxation et tout ce qui est bien-être. Donc je fais fréquemment balnéothérapie ou relaxation avec les patients. On va vraiment s'adapter en fonction de l'humeur du jour, des angoisses du jour, etc. Et tu sens que les patients, ça les aide? Oui, vraiment. Ça les aide, ça les pose. On est vraiment dans du lâcher-prise en fait. Okay. Et ça donne aussi des outils pour les aider à contrôler tout ce qui est angoisse, stress. Ici, on est au self, donc le self des patients. C'est vraiment comme un self qu'on peut connaître dans la vie de tous les jours. Les patients, toujours dans la quête d'autonomie. On vient avec eux ici, ils prennent leur plateau, tout leur couvert, et ensuite ils vont passer pour récupérer leur nourriture. Il n'y a pas de place attitrée. Les patients, ils s'installent où ils veulent dans le self. L'été, ils peuvent même aller manger dehors. Tu vois, on a 2 tables à l'extérieur, donc on ouvre les baies vitrées. Est-ce que les patients qui sont dans ce service-là sont amenés à guérir ou plutôt à stabiliser? On a des deux. Donc il y a des gens qu'on arrive à sauver, soigner, à soigner complètement. Et puis il y a des patients qu'on stabilise plutôt. Ici, c'est vraiment une période de crise. Quand le patient aura pris conscience de ses troubles, on va pouvoir aller sur une autre étape, un service plus ouvert ou alors un suivi à domicile aussi. Période de crise, il vient ici et après il part. Quand il commence à aller mieux et qu'il est consentant aux soins, on peut amorcer une sortie. Il a un téléphone? Ouais. Peut-être tout le monde est surpris. Les patients ont le droit à leur téléphone, ils ont le droit aussi à avoir des ordinateurs portables. C'est sur avis médical et avis de l'équipe, finalement le médecin il va se renseigner auprès de nous. Est-ce que le patient il est en capacité d'avoir son téléphone? Est-ce qu'on peut lui donner? Est-ce qu'il ne fait pas n'importe quoi avec? On a des patients qui vont se mettre en danger, qui vont acheter beaucoup de choses sur les réseaux, qui vont aller parler avec des gens qui ne sont pas recommandables pour eux. Et dès lors qu'on sait que le patient, on peut lui faire confiance sur ça, ok, le téléphone on peut y aller. Du coup, les patients ont toujours des droits ici? Les patients, même en soins sans consentement, ça leur enlève pas les droits fondamentaux. Ils sont des patients comme les autres, ils ont le droit d'aller et venir. Alors, on va restreindre leur liberté en interne, en revanche, on ne peut pas leur enlever la communication avec l'extérieur et aussi la notion de déambulation dans le service. Gaëlle, enchantée. Enchantée. La forme. Gaëlle, c'est quoi ton métier du coup ici alors? Alors moi je suis infirmière en pratique avancée. C'est quoi la différence avec une infirmière? C'est-à-dire que j'ai été infirmière pendant une dizaine d'années et après j'ai repris les études. J'ai fait un master 2 pour développer des compétences supplémentaires et pour pouvoir assurer le suivi des patients. Moi je travaille essentiellement en ambulatoire avec les médecins généralistes pour rencontrer des patients à la fois qui ont des dépressions, d'autres qui ont des troubles psychotiques tels que la schizophrénie, des troubles de la personnalité, troubles bipolaires. Pourquoi tu t'es dit toi un jour je vais travailler dans le milieu psychiatrique? Moi j'ai que travaillé en psychiatrie. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir du contact avec les personnes, de pouvoir les accompagner. Et tu te sens utile, j'imagine, au quotidien? Oui, oui, oui. C'est quoi les qualités, selon toi, de travailler dans le domaine de la psychiatrie? C'est les capacités d'écoute et d'empathie. Bonjour, Thibaut, enchanté. Bonjour, Thibaut, enchanté. Ah ouais. Tu connais Thibaut InShape? Bien sûr. Ah ouais. Il y a une salle de sport en plus à côté. Oui, oui, j'ai vu. Ouais. T'y vas ou pas trop? Un petit peu. Ouais. Et bonne activité en tout cas. La différence intérieur-extérieur. Bonjour, enchanté. Thibaut, enchanté. Bonjour, Thibaut, enchanté, ça va? Enchanté, ça va. La forme? La forme. Très bien, merci de me recevoir en tout cas. En tout cas, ça me fait plaisir. Eh ben, plaisir partagé. Bon courage et très bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Alors Julien, comment s'appelle le service où on va maintenant? Donc on va dans le service de suite, qui est un service qui travaille avec les foyers occupationnels et les ESAT ou les CAT. D'accord. Qu'est-ce que veut dire ESAT, SAT? Alors c'est des foyers qui proposent aux personnes handicapées de travailler. Quand ils ont des décompensations, qui se sentent mal, qui se trouvent angoissés, en dépression, on leur propose un séjour ici pour les réadapter à leur foyer et ils retournent à leur lieu d'habitation. Que je comprenne bien, quel type de patients vous avez ici par rapport à l'autre endroit? Alors ici on a des personnes, on a un service ouvert, les personnes ne sont pas en obligation de soins, donc elles peuvent sortir quand elles veulent, donc ils ont accès à l'extérieur. On a des personnes qui vont être essentiellement plutôt déficientes
déficitaires, donc qui sont dépendantes ou alors en perte d'autonomie, et on va travailler de la réhabilitation pour les orienter vers l'extérieur ou un retour au foyer. Comment vous les aidez ici à aller mieux? Alors ça peut se passer par des entretiens thérapeutiques, beaucoup d'entretiens, beaucoup de relationnels, par des activités, des accompagnements sur l'extérieur pour les réadapter à la société, à la gestion des budgets, à gérer leur vie quotidienne tout simplement. D'accord. Les gestes d'hygiène au jour le jour, que ce soit aller sous la douche pour certains s'il y a besoin. Et puis après par des jeux, par du relationnel essentiellement. En quoi c'est plus intéressant pour eux de venir ici plutôt que d'être suivis par un psychiatre ou un psychologue? Parce qu'il y a un suivi au quotidien et vraiment au jour le jour. Ils dorment ici? Ils dorment ici, Okay. c'est de l'hospitalisation complète. Et vraiment il y a un suivi en permanence et une surveillance permanente pour ces patients. Ça permet aussi d'avoir un cadre un peu plus contenu. Quand il y a trop d'espace parfois ou trop de stimuli à l'extérieur, ça peut faire monter les angoisses et ça peut les aider du coup à les apaiser, ne serait-ce que par le cadre du service. Donc ça passe par des activités, voilà, ça peut paraître anodin, mais derrière ça, on peut évaluer la concentration de la personne, sa capacité à avoir une stratégie, le respect des règles, le respect du cadre, des soignants, du relationnel. À quoi ressemble une chambre? Donc voilà les chambres des patients. Ouais. Donc ils ont tout le nécessaire, hein. Leur armoire pour ranger leurs affaires, une salle de bain. Est-ce que vous faites attention pour éviter les tentatives de suicide ici ou pas dans ce genre de pièce? Quand il y a des personnes qui ont des velléités suicidaires, bien souvent il y a une surveillance en chambre d'isolement ou en chambre d'apaisement qui sont elles surveillées, peuvent être surveillées par des caméras. En général ils ne sont pas ici. D'accord, et vous n'avez pas non plus de caméra ici? Non, vous parliez tout à l'heure des droits fondamentaux de la personne, le droit à l'image en fait partie, on ne peut pas les surveiller en permanence. Ouais, il y a une intimité à respecter. Ouais. Seulement si l'état de santé de la personne l'impose. Bonjour. Comment tu t'appelles? Eddie, enchanté Eddie. C'est ta chambre? Ah oui, fan de manga? Waouh. Ça fait combien de temps que t'es ici toi? 2 ans. 2 ans ici? Qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien toi? Dessiner, bouquiner. Dragon Ball, ah oui je vois ça. One Piece aussi? Et ça va, tu t'ennuies pas trop ici? Non, ça va. T'as des amis ici ou pas? Ouais. Oh. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? 6 ans. 6 ans? 6 ans cette année. Ça fait combien de temps que t'es là toi du coup? J'étais pompier d'abord. Waouh, ok. Ça va, tu t'ennuies pas trop, c'est bon? Non, ça va. Je vois le sport. Ouais, tu fais du sport un peu ici? Je regarde des YouTube. Ouais, tu regardes YouTube? C'est qui tes youtubeurs préférés? Thibaut. Ah, très bonne réponse. Tu veux leur dire de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo? Pouce bleu. Trop bien, merci beaucoup en tout cas. On verra jamais des reportages sur la psychiatrie comme ça. Du coup, la structure ici, vous avez l'hôpital psychiatrique et vous avez l'UMD. Ça veut dire quoi, UMD? C'est la même chose. Bonjour Thibaut, enchanté. Loïc, enchanté. Merci de nous recevoir. L'unité pour malades difficiles, c'est une des spécificités de notre hôpital. Il y en a 9 en France, c'est ça? 10 en France. 10, qui accueillent des patients qui ont besoin de soins très pointus. Nous avons 40 lits aujourd'hui d'unité pour malades difficiles. C'est quoi ton métier, toi? Donc moi, je suis cadre de santé sur l'unité de l'UMD2 et également sur l'espace social et l'ergothérapie. Donc l'UMD, ça veut dire quoi? Donc c'est l'unité pour malades difficiles. C'est des malades du coup qui vont être enfermés, c'est ça? Alors nous, on n'emploie pas vraiment le terme enfermé. N'hésite pas à me reprendre, hein, voilà, bien sûr. donc on est plus sur du soin. L'accompagnement. Voilà, l'accompagnement, et c'est du soin en effet sans consentement. Vous êtes combien à travailler ici dans l'UMD? Nous, on a 2 unités d'UMD, 20 soignants par unité, 5 du matin, 5 du soir. Ok. Allez, on te suit du coup vers la notre donc activité. On va aller à l'activité sur l'ergothérapie. Est-ce qu'en hôpital psychiatrique, il n'y a que des patients violents? Non. Non, alors il arrive dans des établissements, les services qui sont un peu plus fermés, qu'on reçoive des patients au début qui sont en crise. En crise, ça veut dire qu'ils se débattent, ils veulent pas recevoir les soins? Ils ont une souffrance, ils sont, on va dire, en décompensation de leurs troubles. Alors ils sont pas tous violents. La décompensation d'un trouble, ça se manifeste pas par la violence, il y a d'autres choses, les hallucinations, le délire, et puis il y a surtout une souffrance qui est très importante. Bien sûr, liée à un problème passé. Et liée à leurs troubles. Tu parlais des cris. Comment on gère? On a des personnels qui sont formés pour intervenir et désamorcer la crise. Et comment ça se désamorce? On va essentiellement, avec la personne, cibler les émotions qu'elle est en train de vivre, essayer aussi de repérer un petit peu l'événement déclencheur. Et l'important, c'est d'essayer de redonner de l'espoir. Beaucoup de dialogue, j'imagine. Oui, de l'écoute aussi. Du coup, là, on va à l'ergothérapie, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi, l'ergothérapie? C'est un service où on réalise toutes les activités pour les patients. Et donc, sur le service d'ergothérapie, nous avons 3 éducateurs, un ergothérapeute et un éducateur sportif. Bonjour. Thibaut, enchanté.
Enchanté. Oui, heureusement, le féminin. Bonjour, Thibaut, enchanté. Du coup, Martin, quel est ton métier ici? Et du coup, je suis ergothérapeute. Donc, l'idée, c'est d'animer des activités thérapeutiques pour accompagner les patients. Okay. Donc, l'idée, c'est qu'on va travailler à travers différents médias, donc que ce soit des ateliers plutôt manuels, donc tout ce qui est la mosaïque, le travail du cuir, du bricolage comme on fait dans cette salle-là, pour travailler un petit peu l'estime de soi. Le lion est magnifique, hein. C'est toi qui retaille le carreau, quoi. Exactement. Waouh. Pour un fou, ça va. Hein. Magnifique, hein. Merci, c'est gentil. À quel rythme ils font ce genre d'activité? 2 à 3 activités par semaine. Ok. Donc on essaye de cibler tout ce qui va être créatif, expressif, avec aussi d'autres ateliers qui vont travailler les émotions, les habiletés sociales et les activités physiques. L'idée c'est de sortir un petit peu du quotidien, de montrer un petit peu autre chose, stimuler comme tu disais, gagner confiance. Pour pouvoir regagner de l'autonomie. Ok. Et ça fait du bien. Ça me fait sortir un petit peu de ce cadre d'hospitalisation. Et voilà, j'ai le cuir, j'ai beaucoup d'activités. Et je remercie beaucoup les ergothérapeutes comme Martin, comme Rémi, comme éducatrice spécialisée, ils sont à l'écoute. Quelles sont tes activités, toi, ici, au sein de l'UMD? Moi, mes principales que j'aime, moi, personnellement, c'est l'espace social en haut. On a le droit de se libérer, un peu aller sur l'ordinateur avec des musiques, parce qu'on a manque de musique ici. D'accord. Avec un ordinateur, une chaîne YouTube, et j'irai voir vos chaînes YouTube. Tu taperas Thibaut InShape sur YouTube. Thibaut InShape. Merci beaucoup, en tout cas. Prends soin de toi. Avec plaisir. Bon courage. Avec plaisir. Et bon rétablissement, en tout cas. Merci, merci. Ah, trop bien, sans vue. Bonjour. Tu t'entraînes combien de fois par semaine ici, toi? 1 à 2 fois par semaine. Ok, super. Et du coup, tu as un programme de muscu? Alors, il y a des séances libres, mais sinon, on a des programmes. D'accord, super. Très beau biceps. Très belle veine du biceps. Dans les prisons, par exemple, il y a les ERIS qu'on appelle, les unités qui sont là pour intervenir en cas de crise. Est-ce que vous avez des unités aussi qui sont là pour vous aider en cas de crise? Non, nous on fait essentiellement du soin. Nous ne sommes surtout pas une prison. Nous accueillons parfois des personnes qui ont le statut de détenu, mais parce qu'ils ont besoin de soins. Nous faisons tout pour éviter l'hospitalisation, mais quand elle est nécessaire, la personne peut être hospitalisée. Et dès que la personne va mieux, eh bien elle retourne. Et il n'y a aucune idée de carcéralité. C'est très important. On a horreur de faire du sensationnel parce que ces personnes ont besoin de soins et n'ont pas besoin de sensationnel. Et alors d'abord, Thibaut, on compte sur toi pour nous permettre de faire passer cette image. Avec grand plaisir. Ça veut dire demain, si quelqu'un a une addiction, il peut venir se faire soigner en hôpital psychiatrique. Oui, et librement. Ce que l'on va rechercher, c'est son adhésion aux soins. Parce qu'il s'en sortira d'autant mieux s'il est adhérent aux soins et à ce qu'on va lui proposer. Bien sûr, ouais. Et ça, c'est super important. Le trouble le plus connu du grand public, c'est la schizophrénie. Est-ce qu'il existe différents niveaux? Il y a plusieurs troubles psychotiques, mais après la schizophrénie en soi, c'est un trouble particulier, avec des atteintes plus ou moins sévères selon les personnes, qui répondent aussi plus ou moins bien au traitement. Nous, les personnes qu'on va avoir en hospitalisation aussi, ici, c'est ceux qui vont soit être en début de maladie et qui vont avoir besoin peut-être de la mise en place d'un traitement pour les stabiliser, ou d'autres personnes qui, avec des événements particuliers, peuvent décompenser, et d'autres qui ont plus de difficultés avec les traitements à être stabilisés. Mais il y a des personnes qui ont des troubles schizophréniques et qui vivent très bien, qui peuvent avoir un travail, qui sont réinsérées socialement. Comment on soigne ces personnes-là? Pour la schizophrénie, une partie qui va être au traitement, c'est les neuroleptiques. Mais après, il y a un travail qui est essentiel avec eux sur tout ce qui est réhabilitation psychosociale, sur la psychoéducation aussi, pour qu'ils connaissent un petit peu mieux leurs troubles et comment vivre avec. D'accord. Alors, du coup, où est-ce qu'on va alors? Une unité où les patients peuvent venir faire des activités pour sortir un petit peu du quotidien, vraiment sur un temps à l'extérieur de l'hospitalisation. Quelle est la moyenne d'âge des patients ici? Entre 20 et 30 ans. Ok, assez jeune, assez jeune, ok. L'entrée en maladie, et notamment la schizophrénie, ça se fait de manière relativement jeune. Et du coup, vous stabilisez en UMD à peu près de 20 ans jusqu'à 30 ans et après ils peuvent aller dans d'autres... Alors ça dépend, on a aussi des personnes beaucoup plus âgées, ça dépend de comment la maladie évolue. Ça va? Ça va? C'est trop cool, on fait un reportage sur l'UMD. Ça va, tu connais les vidéos ou quoi? Ouais, je connais les vidéos. Ça fait combien de temps que t'es là, toi? Moi, ça va faire 8 mois là. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Vous êtes infirmier ici à l'UMD. De combien de patients vous vous occupez ici? On a une vingtaine de patients là dans l'unité. D'accord. Est-ce que les patients qui sont à l'UMD ici ont forcément commis un crime? Non, 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 pas du tout, non, non. Quel type de profil on peut avoir à peu près? C'est beaucoup la schizophrénie, paranoïde, avec de la persécution. Les patients qui viennent ici en UMD,
c'est parfois en prévention ou c'est plutôt une fois qu'ils sont passés à l'acte? Par rapport à des passages à l'acte, Okay. dans les unités où ils n'arrivent plus à gérer, et D'accord. donc ils nous les envoient. Toi, en tant qu'infirmier, est-ce que tu as subi une formation supplémentaire? Puis ISP, donc j'avais une formation psy. Ok. C'est les anciennes formations qui n'existent plus en fait. Qu'est-ce que t'aimes dans ton métier, toi? Ouais, moi, c'est le contact avec les patients, le contact avec les gens d'une manière générale, quoi, le relationnel. Est-ce que tu arrives à nouer un contact facilement avec tous les patients ou des patients, des fois, ils veulent rester tranquilles Ah oui, mais il faut respecter. Ouais, j'ai une assez bonne intuition. Il y a des patients qui aiment plus le contact, il y en a d'autres qui sont plus réticents. Il faut respecter en fait tout ça. Et quand on est bien avec un patient, en fait, on peut plus l'aider à progresser dans son soin en fait. Pourquoi tu es là toi à la base? Moi je suis là parce que j'avais consommé du cannabis, j'ai conduit une voiture sans la possession du permis. Comment t'as réagi au début quand t'as dit que t'allais être en UMD? Bah étant donné que j'avais vu les reportages sur YouTube de l'UMD en Corrèze, et bah j'étais un petit peu choqué, j'avais des appréhensions. Et finalement je me suis rendu compte que c'était un endroit psychiatrique dans lequel il y a plus de thérapies et de moyens mis en place pour nous. Quelle maladie t'ont décrété toi ici du coup? Moi je suis schizo-affectif, je souffre de délire de persécution, aussi je fais des insomnies. T'as l'impression qu'on t'en veut de tout? Ouais, c'est quelque chose comme ça, ouais. Je vais me sentir persécuté parce que j'ai galéré dans ma vie un peu. T'avais été toi en hôpital psychiatrique classique avant d'être ici? Ah oui, bien sûr, oui. Mais c'était quoi la différence du coup entre où t'étais avant et ici? Le service est beaucoup plus ouvert en psychiatrie d'origine. On a notamment les permissions, quoi. Droit au téléphone, internet, tout ça. Pas le droit à internet? Jamais. Là, t'ennuies pas trop, on disait... Bah, c'est un petit peu dur pour un jeune comme moi. Au début, quand on t'a donné le traitement, t'étais réticent ou alors tu t'es dit, c'est pour ma santé, ça me fait du bien Bah, disons qu'au début, j'avais pas trop confiance aux médicaments. Puis je me suis rendu compte que ça pouvait aider, en fait. Comment tu te sens aujourd'hui, 8 mois plus tard? Changé. J'ai pris un petit peu en maturité. Puis j'avance sur ma maladie puisque je suis plus dans le déni. Okay. Et ça, c'est un des trucs le plus dur à accomplir. Qu'est-ce que tu aimerais faire, toi, ensuite, une fois que tu auras terminé ici? Je sais pas, je vais peut-être me lancer dans la maçonnerie ou le BTP. Je te souhaite d'y arriver, de réussir. Ah, merci beaucoup. Avec plaisir. Courage, mec. Merci, Thibaut. Avec plaisir. Soigne-toi bien, en tout cas. Damn, on est là. Du coup. Et ben donc là, on va être dans une des deux unités du MD. D'accord, ok. À partir de là, en fait, toutes les portes sont fermées à clé parce qu'en effet, ils vont en activité selon un planning. Quand ils sont accompagnés. Voilà, et accompagnés. C'est un peu l'idée. Super. Léonie, enchantée. Enchantée. Ça va la forme? Ça fait combien de temps que tu es infirmière? 1 an et demi. D'accord, ah c'est tout frais? Oui. À quel moment tu t'es dit je veux travailler dans le milieu psychiatrique? J'ai découvert la psychiatrie en 2e année d'études, en stage. Je suis tombée amoureuse de la psychiatrie. De quoi les patients ont le plus besoin quand tu les vois? D'écoute, de soutien, puis ils ont besoin de temps aussi. Est-ce que t'as pas peur des fois d'être en contact avec des personnes dans ce milieu-là? Justement, je me suis toujours dit que le jour où j'aurais peur, je travaillerais plus en UMD. Donc non, j'ai pas peur, il faut savoir quand même faire attention à ce qu'on fait, repérer quand un patient commence à se sentir moins bien, mais non, j'ai pas peur. D'accord. Quelles sont les qualités, tu penses, pour un infirmier qui travaille justement en UMD? Savoir travailler en équipe, la patience, l'assiduité. D'accord, ok. Et l'écoute. Quel type d'activité les patients sont amenés à faire au sein du service? La semaine, ils ont tout ce qui est entretien avec les médecins psychiatres, entretien avec la psychologue, aussi les entretiens avec nous, les aides-soignants. Et puis sinon, il y a les activités en plus. Donc par exemple, quand ils sont dans la cour, ils ont accès au ballon de basket. Ils ont une table de ping-pong, ils peuvent faire des jeux de société. Et puis nous, de notre côté, en tant que soignants, on peut aussi faire des activités, ateliers musique, trop bien. dessin, coloriage. Trop bien, donc ouais, c'est beaucoup de relationnel. Ouais, c'est ça. Très beau biceps, ça. Et le mollet. Enchanté, bonjour Thibaut. Wow, tu fais quoi comme sport? Je fais du rugby, de la boxe thaï, du jiu-jitsu brésilien. Waouh! Comment t'as eu un mollet comme ça? En faisant de la corde à sauter. 300 pompes par jour dans ma chambre. 300 pompes par jour dans ta chambre? Ouais. Ça te fait du bien? Ouais, ça me libère. Pourquoi t'as été dans la psychiatrie, toi, à la base? Bah, j'avais fait une crise de paranoïa. On sait pas trop ma maladie, on pense que je suis schizophrène, mais là, les médecins trouvent que je suis borderline TDAH. C'est-à-dire j'ai un trouble de l'attention hyperactif. Je vois des neurologues, je vois des psychologues. Qui essaient de comprendre un petit peu pourquoi... Parce que ça fait qu'un mois que je suis là, ils peuvent pas tout savoir. Bien sûr, ouais, ça prend du temps, le temps de... Bien sûr. Quand tu dis au début t'as fait une crise de paranoïa, ça veut dire quoi? J'ai
J'ai l'impression qu'on voulait me faire du mal et je m'étais mis en blocage, je parlais plus, je discutais plus. Et mon père a trouvé ça très bizarre, il m'a ramené à l'hôpital. Puis après à l'hôpital, je parlais pas, donc ils m'ont mis en psychiatrie. J'ai fait 5 jours en psychiatrie. Comme j'avais dit, j'étais jeune, mon père m'a ramené chez moi et j'étais toujours dans le délirant. Et après, mes amis, ma famille m'ont aidé à me reconstruire. Et 1 an plus tard, je suis retourné à l'hôpital et ils m'ont dit que j'étais schizophrène. Ça s'est déclenché comme ça, tu penses, c'est ça? Non, c'est des stupéfiants en fait. Ah, tu penses que c'est à cause des stupéfiants? Ouais, moi je vous conseille un truc pour les jeunes, ne fumez pas de shit. Ça m'a détruit ma vie. Putain. Faites du sport, ne buvez pas d'alcool, faites de la vie elle est belle. Il n'y a plus d'autres plaisirs dans la vie que les stupéfiants et l'alcool. Comment t'as appris que t'allais venir ici à l'UMD, toi? Moi j'étais dans mon hôpital d'origine et je menaçais des infirmiers. Ils m'ont trouvé trop violent pour un hôpital normal, donc ils m'ont mis dans le sud ici, qui est plus protégé, où il y a plus de soignants. Et on est plus à l'écoute, on est plus soigné, on a un plus grand suivi thérapeutique. Est-ce que les traitements que tu prends ici, toi, ça te fatigue, ça te fait quoi? Dans mon hôpital d'origine, je prenais beaucoup plus de traitements qui me cassaient. Je vivais la nuit, je faisais beaucoup de sport la nuit, c'est pour ça que ça me retenait. Et depuis que je suis arrivé ici, ils m'ont baissé tout mon traitement qui me cassait. Ils ont plus un travail psychologique avec moi qu'un travail... Plus de la discute, des échanges. Que de me casser avec des médicaments. Bon courage, bon rétablissement en tout cas. Merci. 9-2, squad des cadavres, on est là, on baisse tout. Dédicace à tout Champigny, 9-4, on est ensemble ma gueule. 19 jours pour sortir ici, j'espère que tu me vois, on se voit dans pas longtemps. Maman, je sais que tu penses à moi, je pense à toi. Je t'aime, ton fils va bien. C'est pas la prison, c'est pas ce que je te disais. Je t'aime maman et pardonne-moi pour toutes les bêtises. Comment tu décèles que ton enfant peut avoir des pathologies qui nécessitent un traitement ou une prise en charge? Est-ce qu'il y a des signes? Quels pourraient être les signes qui peuvent alerter les parents? La schizophrénie, ça va être des personnes, par exemple, notamment quand elles vont rentrer dans les études parce qu'elles vont être soumises à un stress important. Et c'est des personnes qui vont peut-être s'isoler davantage, qui vont avoir plus de difficultés dans les interactions sociales. Après, il peut y avoir des hallucinations, des choses comme ça. Si on voit que notre enfant a des hallucinations, commencer à se renseigner un petit peu auprès d'une structure comme la vôtre? Oui. Tout ce qui est bipolarité. Alors ça c'est un diagnostic on va dire un peu plus complexe. Après même que ce soit la schizophrénie, il faut que ce soit des symptômes qui soient présents au moins pendant 6 mois, il faut une observation médicale, des éléments comme ça. Sur la bipolarité, il y a 2 choses, il y a soit la dépression, soit des épisodes qu'on appelle maniaques ou hypomaniaques où la personne a plus de difficultés. Il va vraiment y avoir un impact fonctionnel sur son quotidien. Et après chez les enfants, on observe plus des troubles du déficit de l'attention, il peut y avoir des troubles du spectre autistique. Sandra, ça va? Ça va très bien. La forme? Oui. Quel type de patient on a juste derrière? Ici, on a des patients qui sont en hospitalisation libre, qui souhaitent s'engager dans leurs soins. On fait aussi un petit peu de réhabilitation psychosociale sur des hospitalisations un petit peu plus longues, contrairement aux autres qui durent à peu près 3 semaines. Allez, bah c'est parti alors, let's go, on te suit alors. On passe par là. Allez. Bonjour. Bonjour, bonjour, enchanté, bonjour. Léa, c'est quoi ton métier? Je suis infirmière en psychiatrie. Ton but du coup c'est de prendre soin des patients et de faire des activités avec eux pour les stimuler, c'est ça? Oui, mais après il n'y a pas que la stimulation, il y a aussi l'apaisement, il y a aussi les entretiens, il y a des outils à médiation, il y a le jeu aussi. Il y a plein de choses en fait pour accompagner les patients en fonction de ce dont ils ont besoin en fait. Léa, ils servent à quoi les jeux que vous faites? Alors nous, les jeux, ils ont un but thérapeutique. Il y a plusieurs strates. Ça nous permet d'identifier un peu la personne. Parce que c'est des moments où on est un peu plus détendu, donc la personnalité est un peu plus... Si elle triche, par exemple. Oui, ça peut être révélateur d'un certain mode de fonctionnement. Si c'est fait avec humour, si au contraire, ça crée une forte colère. Oui, bien sûr, les mauvais joueurs et tout. Voilà, ça peut après être des choses où on peut travailler dessus en entretien. Ça peut voir comment elle est avec le groupe. Si c'est plus des leaders, des suiveurs, si c'est facile de demander quelque chose aux voisins ou pas du tout. Et après, il y a tout ce qui va être, nous, sur l'évaluation un peu cognitive. Est-ce que la personne est en capacité de se concentrer, retenir les informations, donc avoir une bonne mémoire, utiliser un langage adapté. Si vous venez là, dans cette pièce sans rien, sans nous dire qui vous êtes et que vous voyez qu'on est en train de jouer, là, c'est un peu soft aujourd'hui, mais des fois, il y a des grands éclats de rire. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens, en fait? C'est pas du tout du soin. Et en fait, si. En fait, nous, il y a toujours, on est toujours dans l'observation, on est toujours dans quelque chose parce qu'on va le ramener au soin. Sandra, est-ce que vous avez des personnes dépressives ici, par exemple? Oui, on a des personnes dépressives qui passent souvent par les urgences. On a une patientèle qui est assez jeune, quand même, qui développe souvent des troubles de la personnalité ou borderline. Comment ces jeunes développent ces troubles de la personnalité? Un exemple,
parmi tant d'autres. C'est souvent dû à un abandon pendant l'enfance, de la maltraitance de la part des parents, de l'inceste et parfois aussi du harcèlement scolaire où la gestion des émotions va pas être abordée de la même manière. En fait, il lui faut les bons codes sociaux qui sont apportés par sa famille et ses parents. C'est vrai, tu vas bien? Enchanté. T'as quel âge toi? 25 ans. Pourquoi tu viens ici alors toi? Parce que je souffre d'une maladie. Comment elle s'appelle? C'est la schizophrénie affective. Comment ça s'exprime? Ça veut dire quoi? En fait, on entend dans des voix où on voit des choses. C'est compliqué à gérer. C'est arrivé du jour au lendemain ou c'est suite à quelque chose? Suite à quelque chose de mon enfance qui m'a complètement détruit dans ma vie. Qu'est-ce que c'est ces choses ou ces voix que tu entends, que tu vois? C'est pas des voix méchantes. C'est des voix qui rassurent ou Oui, c'est des voix rassurantes. Comment tu vis avec ces voix? Dans mon quotidien, parfois c'est dur. Ça fait des retours rechutes. Tu repenses à ce qui s'est passé avant? C'est ça. Quel patient est le plus fréquent ici? On a beaucoup de personnalités borderline ou état limite, et beaucoup de dépression, avec des tentatives de suicide, et qui vont avoir des comportements à risque. Les addictions, tout ce qui est produits toxiques, les scarifications, qui peuvent aller jusqu'à la tentative de suicide par prise de médicaments. Souvent, c'est des IMV. Ça veut dire intoxication médicamenteuse volontaire. J'ai rendu mon appartement et tout ça. D'accord, tu vis ici? Je vis ici pour l'instant et je suis en attente d'un CAT, un ESAT pour personnes en situation de handicap avec un hébergement. Et tu dors ici, tu manges ici? Exactement. Depuis combien de temps là? Ça fait 8 mois que je suis là à peu près. Est-ce que tu prends un traitement médicamenteux toi? Oui. Le traitement te permet d'avoir moins de vision, d'entendre moins de voix? Oui, exactement. Jusqu'au moment où il y aura une autre rechute. Cette maladie fait qu'on est admis à des rechutes tout le temps. C'est quoi une rechute? En fait, on n'est pas bien, on va se renfermer sur nous-mêmes et puis ensuite on va entendre des voix et tout ça, enfin, c'est comme ça. Est-ce que tu vas être amené à te faire du mal toi, sur toi-même? Non, je suis pas dangereux, ni pour les autres. D'accord, t'es pas dangereux ni pour toi ni pour les autres? Ni pour les autres. Virginie, ça va la forme? Ouais, super. Virginie, où est-ce qu'on va rentrer là du coup? Alors on rentre sur le service qui s'appelle Valorisons. C'est un centre expert de réhabilitation psychosociale. D'accord, ça intervient à quel moment ça, de la maladie, du patient? Ça intervient au moment où l'usager a un projet de vie. Donc son projet de vie, ça peut être un projet de reprise de travail, un projet de reprise d'études, de continuer de faire des stages, mais également de prendre un appartement en autonomie. L'idée c'est d'aider ces jeunes-là à avancer dans la vie. La maladie, ça n'est pas une entité, c'est pas leur personnalité. Ils ont cette maladie comme on peut avoir un diabète, comme on peut avoir autre chose, et ça n'empêche pas de travailler, ça n'empêche pas d'avoir une vie sociale et une vie professionnelle. Les jeunes, ils ont quel âge à peu près en moyenne? La moyenne, 18-25, mais bon, ça peut aller un petit peu au-delà aussi, hein, bien entendu. Allez, on va rencontrer ces jeunes, alors c'est parti, let's go. Il y a un point très important sur lequel je voudrais insister, c'est les soins de réhabilitation. Parce que, effectivement, on peut souffrir d'une pathologie psychiatrique, mais être amené à reprendre ensuite, à l'issue de l'hospitalisation, une vie, on va dire entre guillemets, classique, avec un suivi après qui peut s'étaler sur plusieurs années. Mais cette idée de réhabilitation, tu vas la découvrir aussi, elle est fondamentale dans notre offre de soins. C'est pas dit bonjour, ça va Thibaut, enchanté? Non, c'est pas dit bonjour. Florence, la forme? Florence, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, toi, alors? Je suis rétablie de troubles psychiques et je suis père aidante en santé mentale. C'est un DU. Et donc, je travaille depuis maintenant près d'1 an et demi. J'aide mes pères à se rétablir. Et tu avais eu quoi comme maladie à la base? Normalement, on ne le demande pas. Hein, ah, pardon, excuse-moi, désolé, excuse-moi. Mais bon, je peux le dire, donc je suis rétablie de troubles bipolaires. À quel âge t'as été décrété bipolaire? Alors, le diagnostic a été assez tardif. Maintenant, je suis rétablie depuis une bonne vingtaine d'années. C'est des troubles de l'humeur. D'accord, ok. C'est l'humeur qui est donc en phase haute, donc une phase maniaque, où on est en phase dépressive. C'est une variation de l'humeur qui est pathologique. C'est vraiment très très compliqué à vivre et ça peut durer pendant des années, justement parce qu'on va compenser. Ça gâche toute la vie. Compenser, ça veut dire temporiser? Compenser, faire semblant. Masquer, se masquer à soi-même aussi. On n'a pas envie d'être malade, donc et puis la stigmatisation, donc ça j'oublie d'en parler, mais la stigmatisation et l'autostigmatisation, ça c'est quand même c'est terrible. J'étais professeur d'anglais auparavant et effectivement quand j'ai été diagnostiquée, les centres de réhab n'existaient pas. D'accord. Les pères aidants n'existaient pas non plus. Le souci à l'époque, c'est que on m'a un peu entre guillemets enterrée vivante. C'est qu'en fait on m'a dit que je ne travaillerais plus, que je ne ferais plus rien, que je serais pensionnée à vie. Et mes parents n'ont pas non plus été aidés. J'ai ramé, on peut dire. Ça a été long de se rétablir seule. J'ai réussi, mais j'ai quand même échoué à de nombreuses reprises parce que j'ai voulu retravailler en fait par moi-même sans parler de ma maladie. J'ai échoué et j'ai quand même découvert finalement
le métier de père aidant. J'ai repassé un diplôme, j'ai réussi ce diplôme et maintenant je peux aider mes pères à se rétablir et je travaille surtout en santé mentale. Si un professionnel de santé va dire je comprends ce que vous avez vécu, je dis moi je sais ce que tu as vécu. Alors on n'a pas tous le même vécu forcément, mais j'ai été hospitalisée à de nombreuses reprises. Il m'est arrivé des choses quand même assez compliquées. On a un vécu similaire. Est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe là, cette réunion? On a avancé sur l'atelier théâtre, c'est une pièce, c'est parti d'une idée de qui voulait faire un atelier théâtre pour parler autour de la maladie. Et c'est vrai que ça nous aide, on est tous assez investis, et c'est vrai que ça a ce côté aussi thérapie, puisqu'on peut se libérer par la parole. Ça nous aide sur beaucoup de choses. Raconter, se reconnaître, comprendre les étapes de la maladie. Toi, t'es porteur de quelle maladie? TDAH, donc avec une hyperactivité mentale, physique aussi. Tout le monde n'a pas un TDAH, disons qu'on a tous des... Ok, chacun a une maladie différente. Problèmes différents, ouais. Et du coup, faire une activité théâtre t'aide, toi, c'est vraiment une thérapie comme tu disais? Parce que ça aide à accepter les étapes qu'on a pu connaître dans le soin et tout. On peut s'y reconnaître, on peut s'y exprimer. C'est un projet auquel on s'investit. C'est quelque chose de vraiment concret. C'est un projet dans lequel on s'investit toutes les semaines, de manière régulière. C'est parfait. C'est pour ça que c'était une thérapie un peu. Ça aide tout le monde et c'est une émulation. Tu vas bien la forme? Oui, ça va. Check. Nickel. Toi, t'étais porteuse de quelle maladie, toi, à la base? Je suis schizophrène, paranoïa. Comment ça s'est décrété, cette maladie, à la base? J'entendais des voix. Qu'est-ce qu'elle faisait, ces voix? Elle disait quoi? Elle me disait des trucs horribles. Suis-toi, on te laissera tranquille. Fais-toi du mal. Waouh. Elles sont arrivées à quel moment de ta vie, ces voix? J'avais 21 ans, du jour au lendemain. Comment t'as réagi au moment où t'as entendu ces voix? T'en as parlé à ta famille? Non, j'étais perdu. Je suis resté toute seule, avec mes voix. Pendant combien de temps? 1 an, avec mes voix, parler avec eux. Même s'ils m'insultaient, même s'ils me disaient des trucs horribles. Et ensuite, t'as voulu en parler à quelqu'un, c'est ça? J'en ai parlé à l'infirmière de Crous. C'est elle qui m'a envoyé directement à l'hôpital psychiatrique. Est-ce que toi, t'avais des appréhensions avant d'entrer à l'hôpital psychiatrique? Oui, j'avais peur parce que moi, je pensais l'hôpital psychiatrique, c'était pour les fous. Je ne savais pas comment ça allait se passer là-bas. Est-ce que je vais rencontrer des gens qui sont fous, qui sont... Ouais, qui peuvent te faire du mal. Ouais, c'est ça. Ta famille t'a aidé un petit peu à ce moment-là, à mieux comprendre ou Non, j'avais pas de famille. Ma famille, c'est à Mayotte, je suis venu ici pour mes études et je suis tombé malade. Waouh, ok. Et tu leur as pas dit à ce moment-là? Non, parce que j'ai peur de l'incompréhension qu'ils ne me comprennent pas. Du coup, tu as été directement dans l'hôpital psychiatrique? Oui. Pendant combien de temps? 11 mois, c'était à Clermont. Ça va? La forme? T'as quel âge? 36. Tu fais quoi dans la vie? Donc je travaille en espace vert, en ESAT. Toi, t'as été diagnostiqué avec quelle maladie du coup, toi? C'est assez compliqué parce qu'il n'y a jamais eu de diagnostic réel posé, partant de la schizophrénie, bipolaire, anxio-dépressif. À quel âge ça s'est développé, tu penses? Ça a commencé, j'étais adolescent, je comprenais pas ce qui se passait. Mon refuge, ça a été l'alcool et la drogue. À des doses importantes, j'imagine? Oui, ouais, très importantes. Comment ta famille a réagi à ce moment-là? Ma famille n'a pas été un soutien, au contraire. Déjà, ils ne voulaient pas comprendre et eux aussi ont des problèmes avec l'alcool. Comment on sait si on est bipolaire ou pas? On le sait pas, mais bon, quand on commence à avoir quand même quelques fragilités, il ne faut pas hésiter à en parler à ses proches, à consulter, à se faire aider. Et la chance qu'ont les jeunes maintenant, je dirais, c'est d'avoir des centres de réhabilitation. On dit pas le mot patient, on dit le mot usager, c'est ça? Usager ou personne concernée. Quand tu dis il t'est arrivé des choses difficiles, est-ce que tu peux donner un exemple peut-être? Quand j'ai fait ma tentative, donc j'ai été contentionnée en réanimation. Ça veut dire attaché, ouais, c'est ça? C'est quelque chose qui quand on se réveille, quand on est contentionné, ouais, ça marque à vie. Et l'idée, c'est de montrer aujourd'hui que tu as pu... On peut dépasser ça. On peut dépasser ça. On le dépasse, on prend du recul, et on prend du recul avec tout ce qu'on a vécu. Et un père aidant, il est rétabli et il prend du recul avec tout ce qu'il a vécu et il peut aider la personne en face de lui à vivre, à prendre le chemin du rétablissement. Comment on aide quelqu'un qui est bipolaire et qui ne souhaite pas être aidé? On ne peut pas l'aider. Moi, je ne peux pas aider tout le monde. C'est honnêtement que je ne suis pas magicienne. Si on ne veut pas être aidé, on n'est pas aidé. Quand on commence à consulter, quand on est en centre de réhab, c'est qu'on a déjà envie d'être aidé. D'accord. À quel moment tu as décidé de te dire ou de réaliser que je vais pas bien, il faut que je me fasse aider? Quand j'ai fait ma première tentative de suicide, j'ai eu le réflexe d'appeler mon médecin traitant et d'en discuter avec elle. Elle a été de très bons conseils, elle m'a redirigé vers le CMP où j'ai passé plusieurs séances avec une aide psychologue, m'a redirigé justement sur Valorisant. Est-ce que c'était dur pour toi de te dire j'ai besoin d'aide? Pour son ego, ouais.
ça a été très compliqué. En tant qu'homme, on a un ego. Ouais, c'est pour ça que je te pose la question. On a un ego qui est quand même surdimensionné, je dirais. Après, bon, j'ai quand même des enfants. Je me suis dit, si je veux montrer autre chose, des choses négatives, et montrer qu'on peut réussir à faire quelque chose, il fallait que je me fasse aider pour moi et pour mes proches. J'étais en hôpital psychiatrique. Déjà, comment tu t'es senti toi en arrivant là-bas avec tous les préjugés qu'on peut avoir? Non, j'étais assez dans le déni en fait. Quand je pensais pas à un processus de moment où il y a des gens avec des camisoles. J'étais pas parti là-dedans. C'est vrai, quand j'y suis arrivé, je me suis tout de suite isolé. Et au fil du temps, en fait, j'ai remarqué que c'était des gens tout simplement qui étaient comme moi, qui cherchaient tout simplement une réponse à un besoin et de l'aide. Je dirais qu'au final, ça a été une expérience qui a été plutôt positive. C'est ouf. Et de se dire finalement, on n'est pas seul. Du coup, t'as 30 ans, tu cherches un métier, toi, c'est ça? J'ai déjà un métier, je travaille en ESAT. Est-ce que c'était dur de trouver un métier? Oui, c'était dur, parce qu'avant, j'étais pas stabilisé. Du coup, j'avais pas les capacités de travailler. Laurence, c'est quoi le nom de ton métier, toi? Alors, moi, je suis job coach. J'interviens sur l'insertion professionnelle des usagers qu'on reçoit. Donc, systématiquement, ils sont reçus en premier entretien pour évaluer, en fait, un projet. Parfois, en fait, en discutant, en échangeant, en travaillant, en rendant possible les situations. Quand on est patient avec un diagnostic, on ne se projette pas sur des possibles. On travaille, c'est d'envisager des possibles. Comment réagissent ces entreprises? Est-ce qu'ils sont ouverts ou ils sont souvent fermés? Alors, de plus en plus ouverts. De plus en plus, ils ont besoin d'informations. C'est d'ailleurs, en fait, un petit peu la problématique des usagers et des employeurs. Les usagers, en fait, sont questionnés sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez. Et donc, les usagers auraient tendance à répondre j'ai telle pathologie, alors que les employeurs ont besoin de savoir quelles sont les compensations, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour vous, ou de mettre en place pour vous. Il y a un problème de communication, c'est source d'angoisse pour les usagers et source d'inquiétude aussi pour les employeurs. L'idée, c'est de montrer que ces personnes-là peuvent travailler, avoir un travail normal. Bien sûr, dans des conditions peut-être particulières. Je pense à des consignes qui sont claires, des temps aussi de pause dans la journée, des travails à temps partiel. Est-ce que ça fait partie de la case des handicaps invisibles? Oui. Est-ce que c'était dur de trouver un métier pour toi? C'était très dur, parce que déjà, j'ai un traitement qui est très conséquent. Et c'est pareil, c'est pour te poser aussi? Ouais, c'est pour me poser, c'est pour me calmer, c'est pour réguler un peu mon humeur, parce que j'ai une humeur très instable, des tocs. Pour le travail, c'était compliqué. Trouver un travail dans un fonctionnement classique, c'est pas possible. C'est pour ça que je me suis orienté sur un ESAT. On a des éducateurs qui s'adaptent à nos besoins et du coup, ça nous permet de travailler dans un milieu sécurisé et de s'épanouir quand même dans le travail. J'ai voulu suivre une formation, j'ai pas échoué, mais j'ai pas pu la continuer parce que je suis re-shooté. C'est quoi des rechutes? Mes rechutes venaient parce que j'ai arrêté le cachet. Quand j'allais mieux, je me disais que là, je suis guéri, c'est bon, j'ai arrêté les cachets. Ouais. Et là, je re-shootais, j'ai recommencé à attendre des fois. Okay. Du coup, j'étais obligé d'être hospitalisé. Et j'ai fait des allers-retours comme ça à l'hôpital. Et maintenant, j'ai compris, du coup, j'arrêterai jamais mes cachets. Pour te stabiliser, avant, tu prenais plein de médicaments, une gélule à avaler. Oui. Aujourd'hui, tu as une injection? Oui, une fois par mois. C'est un Aldol. Ouais, c'est un neuroleptique. Ouais. C'est toi qui te l'as fait toute seule? Non, c'est une infirmière. D'accord, une fois par mois? Une fois par mois. Et après, c'est fini? Après, c'est fini, on est tranquille. Ah ouais, waouh! T'entends plus les voix, toi? Oui, j'attends plus. Ah, donc ça marche bien? Oui. Est-ce que les entreprises, des fois, ils ont un pourcentage, ils doivent obligatoirement... Alors, dans les faits, effectivement, il y a de toute façon, sinon, une amende. Mais dans la réalité, effectivement, c'est pas le plus important. Fois, ouais. Puis même, aujourd'hui, il y a quand même une réflexion sur la question du handicap. Après, de toute façon, l'employeur, il cherche quelqu'un qui soit opérationnel. Il ne cherche pas à recruter une personne handicapée. Avant tout, ils sont salariés potentiels. Parfait. Bon courage, en tout cas, dans votre réussite, dans vos projets. Tu disais, tu as travaillé dans une école. Le jour où tu as été diagnostiqué bipolaire, on t'a fermé les portes, c'est ça? Alors, je ne l'ai pas dit. Quand j'ai recommencé à travailler, je n'ai pas dit que j'étais malade. Je voulais être comme tout le monde. Est-ce que le regard des gens a changé? Dans ma famille, déjà, le regard des gens a changé. Donc, forcément, sur mon lieu de travail, je ne l'ai pas dit. Donc, j'ai recommencé à travailler comme avant. La charge de travail était exactement la même qu'avant. Donc, c'était trop compliqué à gérer. L'humeur a recommencé à monter comme avant. Et donc, j'ai échoué 4 fois de suite. 4 fois de suite, je me suis recassé la figure. Donc c'est vraiment très très compliqué. Bien sûr. Mais la prévention des rechutes, on en parle, mais c'est vrai qu'il faut échouer pour se rendre compte qu'on n'est pas capable d'être comme avant. Il faut faire le deuil de la personne qu'on était avant pour pouvoir entamer un bon processus de rétablissement, mais c'est compliqué à faire tout ça. Bien sûr. Et un père aidant, et là aussi, il faut pouvoir expliquer à la personne que... Qu'il y a une solution, qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir, oui, mais c'est un travail de longue haleine. Alors Thibaut, check.
Ça va quoi? C'est bien, vous connaissez les codes. Ça va, tu te sens à l'aise pour être interviewé? Bien sûr, j'ai interviewé toute la vidéo, donc maintenant c'est moi qui vais interviewer, donc dites-moi tout alors. Donc Thibaut, après toutes ces heures passées avec nous, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a le plus étonné finalement dans cette visite? On est très loin des stéréotypes et des clichés qu'on peut avoir de la psychiatrie, de Shutter Island, Vol au-dessus d'Annie Coucou. Tous ces films-là qui entretiennent un petit peu le mythe de l'hôpital psychiatrique. Moi j'entendais vraiment avoir des grandes grilles avec des pics, des corbeaux, des gens errants dans les hôpitaux. Et en fait, on se rend compte que c'est clair, c'est un hôpital, un peu comme les autres, sauf que ça traite de la maladie mentale et des maladies psychiatriques. On a envie d'aider ces personnes-là. Je pense que cette vidéo qu'on a fait aujourd'hui ensemble va permettre d'éveiller les gens sur la psychiatrie et ils auront un regard complètement différent sur ce que c'est qu'un hôpital psychiatrique et du coup rassurer peut-être eux-mêmes ou leurs enfants ou leurs proches qui des fois doivent aller en hôpital psychiatrique et se dire en fait c'est juste des gens qui souffrent et qui ont besoin d'être aidés. Et qu'est-ce qui t'a le plus ému? Ce qui m'a ému, c'était tous les témoignages qu'on a pu entendre de personnes par exemple qui ont fait tentative de suicide, qui sont réhabilitées aujourd'hui par exemple, ou qu'on a rencontrés qui sont encore à l'hôpital psychiatrique. Et j'ai l'impression que la maladie leur est un peu tombée dessus, comme ça, du jour au lendemain. Et du coup, l'idée c'est d'aider ces personnes-là et pas non plus de les mettre dans un coin et voilà, de se dire voilà, ils font partie de la société et il faut les aider. On a encore de gros efforts à faire sur la santé mentale auprès du grand public, mais il y a de nouveaux métiers qui sont créés aujourd'hui, comme le métier de père aidante qu'on a rencontré, et on continue d'avancer dans le bon sens. Vous recrutez aussi à l'hôpital? Exactement. Oh là, c'est bien amené. Attendez, la vidéo n'est pas sponsorisée, attention, parce que je vous vois venir dans les commentaires. Non, vous recherchez quoi comme type de personne, comme type de profil? De tout, des infirmiers, des psychiatres, des aides-soignants, du côté administratif et logistique. Envoyez tout simplement un CV à recrutement@chpe.fr. Pourquoi pas travailler dans un hôpital psychiatrique et se sentir vraiment utile? C'est vraiment le mot, donner du sens à son travail finalement. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à toutes les personnes, aux parents ou aux enfants qui sont bipolaires, pour rassurer les parents peut-être? Faut pas avoir peur en fait. Non, je pense que la psychiatrie, il faut arrêter de stigmatiser les personnes. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est des gens comme tout le monde. Qu'est-ce que tu dirais à toutes les personnes qui entendent des voix? C'est d'en parler au plus vite possible parce que ça fait vraiment souffrir quand on garde ça pour soi et demander de l'aide. À l'hôpital psychiatrique, il n'y a pas des fous. C'est des gens qui sont malades. Avant de passer à l'acte, se faire du mal, de dire qu'on n'est pas seul et de justement aller chercher l'aide avant que ça soit trop tard. Ça peut sauver notre vie tout simplement. Tout à fait. On vit dans un monde où les jeunes, une perspective d'avenir est compliquée à avoir. Faut pas s'isoler parce que je les vois, ils vont aller s'isoler sur TikTok, à regarder des vidéos, à scroller. Sortez de chez vous, allez vous promener, voyez des gens. De la vraie vie. De la vraie vie, avoir une vie sociale, tout simplement discuter. Je voudrais simplement remercier en fait les centres de réhab d'exister parce que ça aide beaucoup de personnes. Moi ça m'aurait bien aidé à l'époque. L'essentiel c'est que je puisse aider maintenant des personnes comme moi. Je voudrais faire des remerciements au CMP, mon médecin traitant, et je voudrais faire des remerciements à Valorisant. Grâce à eux, j'ai réussi à avoir une vie qui est maintenant stable. Il y a toujours des complications forcément, mais grâce à eux, je suis sorti de cet enfer. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci encore pour l'accueil en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à toi Thibaut. Au revoir. Ciao.